lors de notre dernier cours. On a traité plus particulièrement 4 sujets d'examen. Le tout premier point, la toute première question, le premier sujet, c'est le sujet numéro 6, divisé en 2 parties. La première partie, on nous demande: Monsieur et Madame Didier veulent déménager suite à une mutation dans une autre région. Ils vous informent de leur départ la semaine suivante. On nous demande de traiter la situation. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? La première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est le préavis. Pour quitter son logement, il faut un préavis. Il s'agit d'une mutation professionnelle. Le délai normal du préavis, c'est de 3 mois. Mais il y a certaines circonstances, certaines situations qui vont réduire ce délai à 1 mois. Il y a aussi ce qu'on appelle la situation géographique du bien. Lorsque la résidence, le lieu d'habitation est situé dans une zone qu'on appelle une zone tendue, c'est-à-dire une zone où il y a une forte demande de location, ce délai il va être réduit à 1 mois. En tout cas, en vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, pour ce qui est de la mutation professionnelle, c'est un motif légitime. Étant un motif légitime, le préavis va être réduit. Le locataire doit notifier son congé, c'est-à-dire son préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier ou encore remise en main propre contre émargement. Je dis huissier parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas encore la nouvelle appellation des huissiers de justice. Désormais, on les appelle des commissaires de justice. Après cela, lorsque l'agence a reçu la lettre, il nous appartient de programmer le plus rapidement possible. Si nous sommes en HLM, on prévoit de faire ce qu'on appelle une visite conseil, c'est-à-dire un pré-état des lieux. Une visite de conseil, c'est quoi? La visite conseil sert principalement à anticiper les éventuels problèmes avant l'état des lieux officiel de sortie d'un logement. Elle est généralement réalisée avant le départ du locataire et a plusieurs objectifs. À quoi il sert concrètement? Il sert à identifier les travaux ou les réparations qui vont être nécessaires. Cela permet au locataire de savoir ce qui pourrait lui être reproché lors de l'état des lieux de sortie, par exemple des trous dans le mur, des peintures abîmées, des joints de salle de bain, etc. L'état des lieux va permettre d'éviter les mauvaises surprises financières en permettant au locataire de faire des réparations lui-même. Cela peut éviter des retenues sur le dépôt de garantie. Pendant cette visite conseil, comme son nom l'indique, on va prodiguer des conseils d'entretien. Le professionnel, le propriétaire ou un professionnel va donner des conseils pour remettre le logement en état normal d'usure sans excès. C'est-à-dire que quand nous habitons un logement, il y a ce qu'on appelle l'usure normale. Donc, on va tout faire à ce que l'état du logement soit équivalent à un état d'usure normal. On va préparer aussi pour cette personne, va préparer l'état des lieux final d'une manière la plus sereine possible. Cela va favoriser une sortie amiable et réduire les conflits car chacun sait à quoi il va s'attendre. Mais il faut quand même savoir que l'état des lieux, le pré-état des lieux ou la visite conseil n'est pas une obligation légale. C'est juste fortement conseillé parce que, imaginons que nous soyons
Un HLM, c'est un logement social, donc il va falloir minimiser les dépenses, minimiser les retenues qui peuvent s'opérer sur le dépôt de garantie. Les conseils qu'on va donner aux locataires, il va falloir organiser un état des lieux de sortie à la date de départ du locataire. Pendant la visite conseil, on va profiter pour prendre le rendez-vous pour l'état des lieux final à la date qui va coïncider au premier mois du préavis. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la mutation, à la sortie dans un logement. Donc, il faut un préavis, une lettre de préavis qu'on appelle aussi une lettre de dédite. Ça doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre en agence ou encore envoyé par l'entremise des huissiers de justice qu'on appelle désormais des commissaires de justice. Par la suite, il faut prévoir une visite conseil qu'on appelle aussi un pré-état des lieux. Après le pré-état des lieux, on va profiter de ce moment-là pour prendre rendez-vous d'une date, fixer une date pour l'état des lieux de sortie. Pendant l'état des lieux de sortie, on va vérifier tout l'état du logement d'une manière contradictoire, de façon à ce que on puisse anticiper la remise en état du logement pour un futur locataire. La restitution du dépôt de garantie va intervenir 1 mois après l'état des lieux ou 2 mois s'il y a des retenues qui sont faites, mais ces retenues doivent être justifiées. Pour la deuxième question, on nous dit, lors de l'encaissement des loyers, M. Prieur nous informe de son refus de payer sous prétexte que le bailleur n'a pas fait les réparations qu'il avait demandées sur les stores endommagés. Fournir les explications nécessaires aux locataires et tenter de régler le conflit. Il s'agit de la réparation des stores. La réparation des stores endommagés va dépendre de l'origine du dommage et de la nature de la réparation. Il faut juste savoir qu'il y a des réparations qui sont à la charge du locataire et des réparations qui sont à la charge du bailleur. Cette distinction résulte du décret numéro 87-712 du 26 août de 1987. Le locataire est responsable de l'entretien courant du logement, ce qui signifie que le nettoyage des stores est de la responsabilité du locataire, comme la lubrification des mécanismes et la réparation des petites usures dues à un usage normal. Les réparations qui sont dues à la vétusté ou à un vice de construction sont plutôt à la charge du bailleur. Le bailleur doit prendre en charge les réparations importantes. Les réparations qui sont liées à la vétusté, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, le remplacement des stores cassés par l'usure naturelle, les dysfonctionnements dus à un défaut d'installation. Par contre, les dégradations qui sont causées par le locataire restent à sa charge. Si les dommages sont causés par une mauvaise utilisation, un accident ou une négligence du locataire, c'est à ce dernier d'assumer les frais de réparation et de remplacement. En principe, le locataire n'a pas à faire de retenue sur le loyer. Il ne doit pas faire de rétention, il ne doit pas refuser de payer son loyer, même si le bailleur ne réalise pas les travaux nécessaires. Le paiement du loyer est l'une des obligations du contrat de location. Donc, le locataire s'engage à payer son loyer. Il ne doit pas faire de rétention. C'est une obligation qui est indépendante de celle du bailleur d'assurer un logement décent et en bon état. Un logement décent, c'est lorsque on entre dans le logement, le bailleur il est obligé de délivrer un logement qui est décent avec des critères qui sont au nombre de 5. On reviendra là-dessus. Mais au cours du bail, s'il y a une défectuosité
d'un élément de l'appartement, d'une pièce, il appartient soit au locataire ou au bailleur de faire la réparation. Cependant, si le logement présente des problèmes importants, par exemple l'insalubrité, non-conformité, etc., le locataire a plusieurs recours, mais il doit suivre des procédures qui vont être assez précises. Il faut d'abord faire une mise en demeure du bailleur. Le locataire, dans ce cas, doit d'abord envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur pour lui demander d'effectuer les travaux en précisant la nature des désordres. Le locataire peut aussi saisir le tribunal, c'est-à-dire le juge des contentieux au tribunal judiciaire. C'est-à-dire que pour tous les litiges qui sont afférents au bail locatif, il n'y a que le juge des contentieux qui est compétent. C'est ce qu'on appelle une compétence d'attribution. La loi a attribué au juge du contentieux le soin de résoudre, de connaître de tous les litiges qui concernent les baux d'habitation. Si le bailleur ne réagit pas, le locataire peut saisir le tribunal judiciaire pour l'obliger à faire les travaux. Ou bien, le locataire peut contacter un conciliateur de justice ou la commission départementale de conciliation. Il n'y a que ces organes qui peuvent décider de la consignation des loyers. Le locataire peut demander au juge l'autorisation de consigner les loyers, c'est-à-dire les bloquer sur un compte spécial qu'on appelle un compte séquestre, tant que les travaux ne sont pas faits. Il ne peut pas décider seul de payer ou de bloquer les loyers sans décision de justice. Cela pourrait être considéré comme un impayé et il risque une expulsion. Le bon réflexe, c'est de mettre en demeure le bailleur, puis agir en justice quand c'est nécessaire. Le sujet numéro 8 est composé aussi de deux questions qui sont distinctes. La première question, c'est qu'on nous dit « Monsieur Bétange se plaint des odeurs provoquées par la poubelle de ses voisins. Ceux-ci la laissent sur leur balcon en plein soleil plusieurs jours. Il vous demande d'intervenir. Expliciter l'action engagée. » Dans ce cas, le gardien doit agir rapidement et avec tact, car il s'agit d'une nuisance olfactive qui porte atteinte à la jouissance paisible des lieux. Voici les étapes qu'il faut suivre. Il faut d'abord constater la situation. Allez constater la situation. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas prendre comme argent comptant la réclamation, la sollicitation du locataire qui est venu vous voir. Peut-être que ça peut être un mensonge. Donc, il faut se rendre sur place pour vérifier la présence des poubelles et l'odeur qui est signalée. On doit noter les faits, la date, l'heure, la description pour un éventuel rapport qu'on doit faire à son responsable. On doit aussi faire appel au règlement. On doit rappeler le règlement d'habitation, le règlement intérieur de l'immeuble. On informe poliment mais fermement le voisin concerné des règles de bon voisinage. Il est interdit de stocker les ordures sur les balcons, on doit le dire. Les déchets doivent être jetés dans les bacs qui sont prévus à cet effet. On va lui demander de retirer immédiatement les poubelles. On doit informer le syndic ou le bailleur. Si le problème persiste malgré le rappel, on transmet l'information au gestionnaire de l'immeuble. Ça peut être au syndic ou au responsable hiérarchique, avec le constat qui est écrit. Le gestionnaire va envoyer un courrier officiel de mise en demeure au locataire. Après, il faut suivre si ça a été exécuté, si la poubelle a été enlevée. On doit revenir vérifier la situation pour savoir si ça a été corrigé et maintenir le dialogue avec le locataire plaignant pour lui montrer que le problème a été pris en compte.
Et on n'oublie pas de revenir vers le plaignant, vers le locataire plaignant, parce que c'est lui qui est venu nous voir. Si le problème a été résolu, il faut lui en parler. Sinon, lui expliquer les étapes de la procédure. Imaginons que le locataire qui a déposé son sac poubelle refuse. On va dire, oui, il y a eu un refus, mais j'ai envoyé un message à mon responsable et j'attends la réponse. Il ne faut pas seulement rester dans son petit coin, dans son carré de bureau et dire que non, il n'est pas censé savoir ce que vous êtes en train de faire et il risque de penser que vous n'avez pas pris au sérieux sa réclamation. Le deuxième sujet est ainsi libellé. Madame Proavi vient d'obtenir sa mutation. Elle vous interroge sur les modalités à respecter pour quitter son appartement. Indiquez les informations à lui fournir. Je pense que vous avez remarqué, ce sujet, il est identique au premier que nous avons traité sur la mutation. Donc là encore, c'est une personne qui va quitter son logement et elle vient nous voir pour qu'on lui explique les modalités à respecter pour quitter son logement. Il faut juste se rappeler que les modalités sont celles qui ont été déjà expliquées. C'est-à-dire, il faut une lettre de préavis. Cette lettre de préavis doit être envoyée par accusé de réception ou un dépôt à l'agence contre émargement ou encore envoyé par un huissier qu'on appelle un commissaire de justice. Par la suite, on va prévoir une visite conseil, c'est-à-dire un pré-état des lieux. Après le pré-état des lieux, on profite d'ailleurs du pré-état des lieux pour prendre rendez-vous, fixer une date de l'état des lieux. Et l'état des lieux, on va le faire d'une manière contradictoire, c'est-à-dire en présence du locataire ou de son mandataire, parce que quand il est absent, il doit donner procuration. On sait que la loi nous donne une idée du délai du préavis. Le délai normal du préavis, il ne faut jamais l'oublier, c'est de 3 mois. Mais ce délai peut être réduit dans des conditions. Ces conditions, on va vous les demander, peut-être de citer 2 ou 3. Donc, il y a toute une panoplie. Ça va être réduit à 1 mois lorsque, par exemple, on est en zone tendue. La liste des zones tendues est fixée par décret. Le préavis va être réduit à 1 mois lorsqu'il s'agit de mutation professionnelle ou de perte d'emploi. Ou encore lorsque on vient d'avoir un nouvel emploi après une période de chômage. Le préavis sera aussi de 1 mois pour les bénéficiaires du RSA ou de ceux qui sont aussi bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé ou ceux qui viennent d'avoir leur tout premier emploi, c'est-à-dire les jeunes actifs. Ce préavis sera aussi réduit de 1 mois lorsque on invoque une raison de santé qui est justifiée, par exemple lorsqu'on doit se rapprocher d'un centre de soins médicaux. Le locataire aussi, qui est victime de violences conjugales ou les enfants en danger, bénéficie du délai qui est de 1 mois. Il y a des locations qu'on appelle des locations meublées. Lorsque la location est meublée, dans tous les cas, le préavis est de 1 mois, quel que soit le motif et la localisation du bien. Donc, pour les modalités, le préavis va démarrer dès réception de la lettre de congé, la lettre de préavis, lorsque c'est arrivé à l'agence, en cas d'envoi par lettre recommandée. Sinon, ça commence le jour du dépôt à l'agence lorsque ça a été remis en main propre. Ça peut être remis par un commissaire de justice qu'on appelait des huissiers ou en main propre contre récépissé. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'exercice de ce dimanche 6 avril. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.